Pour le cours 4, on va s'intéresser au phénomène de réfraction. Donc, ça se produit lorsque la lumière se propage dans des milieux transparents différents. Donc, par exemple, ici, là, on voit quand on trempe, qu'on on met un objet dans un verre d'eau comme une paille, une cuillère, si on regarde comme il faut à travers l'eau, il y a une distorsion de l'image. Donc, c'est dû au phénomène de réfraction. On peut le voir aussi dans la photo ici, quand j'étais allée à l'aquarium avec mon garçon. Lui, il était dans une bulle d'air, là, puis sa tête est carrément décalée de son corps à cause du phénomène de réfraction quand on regarde l'image. Donc, c'est quelque chose aussi qui fait en sorte que la profondeur des objets, quand on les regarde, disons qu'on regarde des poissons dans un aquarium, ben leur profondeur réelle n'est pas exactement la même que la profondeur qu'on perçoit. Donc, il y a un phénomène de profondeur apparente. C'est quelque chose dont on doit tenir compte si, par exemple, on veut pêcher au harpon. Donc, en réalité, le poisson se trouve plus profond que l'image que nous, on voit quand on est en dehors de l'eau. Je veux aussi vous mentionner que le phénomène de réfraction, il y a beaucoup d'utilités. Là, je vous en mentionne quelques-unes. Donc, ça sert beaucoup dans différentes technologies. Par exemple, ça fait en sorte que si on a une lumière qui est composée de plusieurs couleurs, ben, quand on fait passer cette lumière-là à travers un milieu d'indice de réfraction particulier, ça va créer une espèce d'effet d'arc-en-ciel, ça va séparer les couleurs qu'on a. Ça peut permettre, si par exemple là, la source de lumière est formée par un élément précis, supposons de l'hydrogène. On peut prendre de l'hydrogène, c'est un gaz, puis le mettre dans une capsule comme une ampoule, puis faire passer un courant électrique là-dedans, puis ça crée une lumière. Puis l'hydrogène va avoir vraiment des couleurs, une couleur, sa lumière va contenir des couleurs vraiment précises et particulières. Donc c'est comme un peu une caractéristique qui permet d'identifier des éléments chimiques. OK? Donc, on appelle ça la spectroscopie. Donc, c'est utilisé justement dans plusieurs domaines, comme en chimie, justement, pour aller déceler la présence d'un élément dans un échantillon. Mais aussi, ça va beaucoup, la spectroscopie être utilisée pour le domaine pharmaceutique, pour établir précisément les concentrations dans des médicaments, s'assurer qu'on n'a pas disons, de produits qui ne devraient pas être présents dans le médicament. Donc aussi pour les questions de concentration, ça va servir dans les cosmétiques, dans l'agriculture et la nourriture. Donc, par exemple, pour établir combien de sucre contient une confiture ou un jus, on va servir du phénomène de réfraction. C'est aussi très utile dans tout ce qui est télécommunication. On a beaucoup de technologies sans fil aujourd'hui, mais il faut savoir que le sans fil repose sur des serveurs qui sont, disons, reliés par des fils partout dans le monde. Là, on a quand même des grands réseaux de fibres optiques qui permettent de transmettre l'information d'un serveur à un autre. Puis, en tout cas, il y a beaucoup quand même qui se fait à travers des fils qu'on appelle des fibres optiques. Puis des fibres optiques, ça transporte la lumière. Donc, c'est dû au phénomène de réfraction qu'on peut faire suivre la lumière un parcours le long d'une fibre. OK, donc si on revient au phénomène, qu'est-ce que c'est que la définition de la réfraction? C'est quand la lumière change de direction en passant d'une substance transparente à une autre. OK, on va définir qu'est-ce que l'indice de réfraction. Donc, une substance transparente par rapport à une autre substance transparente va avoir un indice de réfraction différent. Donc, le symbole pour l'indice de réfraction, c'est la lettre N minuscule, puis ça n'a pas d'unité. Pour obtenir l'indice de réfraction, une façon de le faire, c'est de prendre la vitesse de la lumière dans le vide, puis de la diviser par la vitesse de la lumière dans le milieu transparent dont on veut trouver l'indice de réfraction. La vitesse de la lumière dans le vide, on va l'utiliser en mètres par seconde, donc c'est 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Dans l'air, c'est à peu près la même chose parce que l'air, c'est un gaz qui est pas très dense, donc c'est pas une grosse différence. Mais quand on rentre dans des substances comme de l'eau, puis des substances plus denses, là, on va avoir vraiment c'est un ralentissement de la lumière qu'on va observer. Donc, en réalité, la lumière ne peut pas aller plus vite que
la valeur qu'elle a dans le vide. Fait que ici, ça veut dire que le numérateur de notre fraction est toujours égal ou plus grand que son dénominateur. Donc, ça nous donne des chiffres qui sont comme des indices de réfraction qui vont être toujours supérieurs ou égal à 1. Okay? On n'aura pas d'indice de réfraction inférieur à 1. Si vous obtenez 0,8 ou quelque chose comme ça, vous avez fait une erreur dans votre démarche. Donc là, ici, on voit, ça vient de votre livre. Le tableau 3.3, la page 78, vous avez différents indices de réfraction pour différentes substances transparentes. On le voit ici, c'est la colonne de droite. Fait que pour le vide et l'air, c'est 1. L'air, on s'entend que c'est pas 1 parfaitement, mais le chiffre qui commence à varier arrive à la 3e décimale après la virgule. Donc, on va considérer que c'est 1. On va utiliser beaucoup aussi l'indice de réfraction de l'eau, qui est 1,33. Vous n'avez pas à connaître ces valeurs-là par cœur, sauf que dans l'air ou le vide, c'est 1. Okay? C'est la seule que je vous demande d'apprendre par cœur. Les autres, on va soit vous fournir la valeur ou vous allez devoir la calculer. Vous voyez aussi que plus l'indice de réfraction augmente, okay? C'est une liste ici qui va en croissant lorsqu'on descend la liste, bien, plus la vitesse de la lumière dans la substance ralentit, bien, elle diminue. Okay? Donc, c'est toujours x 10 à la 8 mètres par seconde, mais on voit que le chiffre ici passe de 3 à 2 à 1, etc. Donc, on a un ralentissement de la lumière dans les milieux d'indice de réfraction plus élevés. On va faire un test, voir si vous avez compris ici. Si on dit l'indice de réfraction de l'air, c'est 1, l'indice de réfraction de l'eau, c'est 1,33. Qu'est-ce qu'on peut conclure concernant la vitesse de la lumière dans l'eau et dans l'air? Je vous rappelle que l'indice de réfraction, c'est simplement la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière ça va être ici dans l'eau. On peut considérer comme finalement, ce qu'on a dit, c'est que la lumière voyage plus lentement dans une substance qui a un indice de réfraction plus élevé. Alors, elle va être plus rapide dans l'air que dans l'eau. Le facteur, c'est directement le 1,33. Donc, ici, on avait 3 options. La lumière se déplace 1,33 fois plus rapidement dans l'eau que dans l'air. Donc, ça, c'est faux. La lumière se déplace 1,33 fois plus rapidement dans l'air que dans l'eau. Oui, ça marche parce que c'est plus rapide dans l'air. L'indice de réfraction est plus faible dans l'air. C'est plus lent dans l'eau. L'indice est plus élevé. Le troisième choix, c'était faux. Là, la vitesse de la lumière est la même dans l'air et dans l'eau. Bien sûr, je pense que vous avez compris que ce n'est pas le cas. Alors, pour la notation scientifique, je vous explique qu'il y a une façon de pitonner ça super rapidement sur votre calculatrice. Plutôt que de faire, si vous voulez écrire 3 fois 10 à la 8, plutôt que littéralement taper 3 multiplié par 10 avec un exposant 8, puis là, des fois, on va avoir des exposants négatifs aussi. Plus qu'on pitonne sur une calculatrice, plus qu'on a de chances de faire d'erreurs. Okay? Fait que essayez de trouver sur votre calculatrice un bouton qui s'appelle soit EXP ou encore E majuscule. Ce bouton-là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait x10, puis là, il attend à quelle puissance. Okay? Il attend le chiffre que vous allez lui donner, ça va être la puissance, donc 10 que vous allez mettre. On va faire un petit test. Donc, si on veut taper 3 fois 10 à la 8, la vitesse de la lumière, bien, vous tapez simplement 3, votre bouton EXP ou EE, 8. Puis là, si vous faites égal, il devrait afficher soit 3 fois 10 à la 8 ou si vous êtes en mode, disons comme le mien, là, il va vraiment afficher 300 millions. OK? Donc, vous avez l'image ici. Vous pouvez le faire avec un plus petit chiffre là aussi. Si jamais votre calculatrice, elle met toujours tout en chiffres scientifiques quand c'est gros, vous pouvez faire comme 3 fois 10 à la 2. 3 fois 10 à la 2, c'est 300. Donc, quand vous faites égal, il devrait y avoir 300. OK? Donc, ça, c'est pour rendre vos calculs plus efficaces, moins de chances de se tromper. Fait que ce bouton-là, vous allez l'utiliser énormément si vous allez étudier quelconque cours de sciences ou de physique là, dans les sessions à venir. Maintenant, une autre chose dont je veux vous parler, c'est un petit rappel en fait que lorsqu'une vitesse est constante, on peut la calculer en faisant simplement le rapport entre le déplacement fait par l'objet qui avance
divisé par le temps que ça lui prend pour parcourir ce déplacement-là. OK? Donc, on dit ici delta x sur delta t. OK, donc faisons un exemple pour voir si vous avez bien compris comment calculer avec la notation scientifique. Donc, on est à la page 81 au numéro 5. On dit la lumière parcourt 0,8 mètres en 4 fois 10 à la moins 9 secondes dans une substance et on demande quel est l'indice de réfraction de cette substance. Donc, je vous rappelle que l'indice de réfraction n est égal à la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans la substance. OK? Fait que la vitesse de la lumière dans le vide, c'est une constante. Ça, je ne l'ai pas dit, mais vous n'êtes pas obligé de la prendre par cœur. On va vous la fournir au besoin. Donc, si on veut l'indice de réfraction, ça nous prend la vitesse de la lumière dans la substance. Donc, on va se servir des informations qui ont été fournies. On nous donne ici un déplacement, 0,8 mètres, pour un laps de temps correspondant, OK, en secondes. Donc, on va utiliser l'équation de la vitesse qu'on vient de voir. On va donc devoir simplement, pour obtenir la vitesse, on va diviser le déplacement par le temps, l'intervalle de temps. On s'assure qu'on est en mètres par seconde pour obtenir la vitesse en mètres par seconde. Parce que la vitesse qu'on va avoir au numérateur, la vitesse de la lumière dans le vide, elle va être en mètres par seconde aussi. Donc, soit vous obtenez vraiment là, 200 millions de mètres par seconde, ou votre calculatrice va afficher 2 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Donc, les deux, c'est bon. À partir de là, on peut calculer l'indice de réfraction. Donc, on va diviser la vitesse de la lumière dans le vide. Ça, c'est 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. On divise par la vitesse de la lumière dans la substance qui est 2 fois 10 à la 8 mètres par seconde. En passant, quand vous l'écrivez comme ça, on n'est même pas obligé de mettre sur la calculatrice la notation scientifique parce que les exponentielles de fois 10 à la 8 s'annulent. Donc, ça nous donne finalement 3,5 ou un indice de réfraction de 1,5. Donc, comme j'ai mentionné, toujours égal ou plus grand à 1, un indice de réfraction, pas d'unité. Fait que si on voulait identifier la substance, on pourrait aller dans des tableaux qui donnent les valeurs d'indice de réfraction. Puis là, on voit dans votre tableau, là, 3.3, que ce serait du benzène. OK? Fait que là, ça vous montre un peu, bien, ça vous fait vérifier si vous êtes capable de bien faire les calculs. Maintenant, on va voir la loi de la réfraction. Ça, c'est à la page 80. Elle est aussi appelée la loi de Snell-Descartes, mais on va y référer comme la loi de la réfraction. Donc, ce qu'elle dit, c'est que si on a, disons, la lumière qui arrive à une interface entre deux milieux, on va avoir un milieu 1, un milieu 2. Donc, la lumière essaye ici de passer de l'air à l'eau. OK? Dans un cas comme ça, le milieu 1 serait d'indice de réfraction N1 qui est égal à 1 pour l'air. Puis le milieu 2 serait de 1,33 parce que c'est de l'eau. Là, j'ai tracé le parcours du rayon. Il faut savoir que le rayon de lumière, bien, on a déjà vu le phénomène de réflexion. Il va toujours avoir au moins une partie de la lumière qui va réfléchir sur la surface. Donc, en obéissant à la loi de la réflexion, on sait que l'angle d'incidence va être égal à l'angle de réflexion. Si on fait apparaître la normale, on va le voir ici, là, on localise d'abord l'interface entre les deux milieux. Notre normale est perpendiculaire à ça. OK? Donc, ici, je l'ai tracé en pointillé au point où le rayon frappe l'interface. Fait qu'on aurait le même angle. C'est pas tout à fait à l'échelle, mon affaire, là, mais le même angle ici pour l'incidence puis le rayon réfléchi. À noter que le rayon réfléchi reste dans la même substance. Donc, il arrive dans l'air, il repart dans l'air. Maintenant, si la substance est transparente, il y a aussi une partie du rayon lumineux qui va probablement passer dans le milieu transparent. Donc, ici, j'ai tracé ce rayon-là. Là, il va traverser en étant dévié parce que l'indice de réfraction change. Lorsque l'indice de réfraction augmente, ce qui se passe, c'est que le rayon se rapproche de la normale. Si, au contraire, l'indice de réfraction avait il avait diminué, le rayon se serait étalé là, plus loin de la normale. Fait qu'ici, il y a un angle un peu plus petit, un coup qui est rendu dans l'eau. À noter aussi que le rayon, dans le fond, on sait où est-ce qu'il va aboutir au niveau de quel comme quart. Ici, si on divise ça en 4 sections, on a la section 1 où le rayon arrive, section 2
où le rayon est réfléchi. Section 3, c'est le rayon ici qui va traverser. Donc, c'est comme si le rayon y arrivait, puis il essayait de continuer en ligne droite, mais il est dévié. Fait qu'il ne va jamais avoir de rayon dans la section 4 ici, dans une situation comme celle-ci. OK. Fait que si on identifie aussi l'angle 1, c'est l'angle d'incidence, un peu comme on travaillait avec la réflexion. L'angle θ2, c'est l'angle de réfraction, donc dans notre équation ici. Donc, c'est l'angle entre la normale, toujours, mais dans le milieu 2. OK? Donc, ça résume la loi de la réfraction. Maintenant, on va aller faire des exemples pour s'assurer de bien comprendre ça puis voir un peu tout ce que ça implique. OK? Je vous rappelle que votre calculatrice va devoir être en degrés. On va travailler avec des sinus d'angles qui sont en degrés. Bon, on nous dit ici que pendant qu'il est dans l'air, un rayon de lumière fait un angle de 35 degrés par rapport à la surface de l'eau. Le dessin il est fourni, mais juste l'énoncé, on aurait pu le tracer nous-mêmes. Okay? On demande quel est son angle de réfraction lorsqu'il est dans l'eau. Donc, on veut utiliser la loi de la réfraction pour calculer l'angle θ2. Alors, important ici de toujours vérifier où est l'interface, où est la normale pour s'assurer que l'angle qui est fourni, c'est bel et bien celui qu'on a besoin dans le calcul. Vous allez voir ici que ce n'est pas le cas. OK? Donc, l'interface ici est entre l'air et l'eau. On a la normale qui est perpendiculaire à cette interface-là. C'est là qu'on voit que le 35 degrés n'est pas mesuré par rapport à la normale, mais par rapport à la surface. C'est dit aussi dans l'énoncé. Donc, il va falloir figurer quel est l'angle θ1 de l'autre côté de ça. J'ai aussi dessiné le rayon réfléchi, celui qui reste dans l'air puis qui va être réfléchi environ au même angle. Bien, ça va être de façon parfaite au même angle en réalité, là, dans l'air. Mais j'ai aussi le rayon réfracté qui arrive dans l'eau puis qui se rapproche de la normale parce que l'indice augmente. Donc, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai N1. L'indice N1, c'est l'air parce que le rayon au début est dans l'air. N2, c'est l'eau, donc parce que le rayon se rend dans l'eau. La valeur de l'indice de réfraction de l'eau qui est de 1,33. Dans vos exercices, ils ne vont pas toujours vous donner le chiffre exact parce qu'ils savent que vous pouvez vous référer au tableau qui est dans le livre. OK? Fait que si l'indice de réfraction n'est pas donné, mais qu'on connaît la substance, vous pouvez aller le chercher dans votre tableau 3.3. Maintenant, notre angle θ1, ben, on sait qu'on a 90 degrés ici entre la normale puis l'interface. Donc, si on fait 90 degrés moins 35, on obtient que notre angle d'incidence 1, c'est 55 degrés. Fait qu'on va mettre ces informations-là dans l'équation pour la réfraction. Voici ce que ça donne. Donc, on a 1 fois sin de 55 degrés égale 1,33 fois sin de θ2. Là, on veut isoler l'angle 2. Bon, le 1, il ne compte pas vraiment. OK? Fait qu'on se retrouve avec sin de θ2, ça correspond à sinus de 55 divisé par 1,33. Là, il faut sortir l'angle de son sinus. OK? Fait que pour commencer, on va vraiment pitonner le sinus de 55 degrés. Moi, j'aime bien faire égal là, pour avoir vraiment une valeur numérique à ce point-là. Puis là, on le divise par 1,33. Je refais égal, puis là, j'obtiens 0,616. Maintenant, si on veut l'angle θ2, on va devoir faire la deuxième fonction sinus, donc arcsine pour de 0,616 pour obtenir θ2. Vous devriez avoir ici un angle de 38 degrés. Donc, on voit que le rayon s'est effectivement rapproché de la normale parce que c'était 55 degrés l'angle par rapport à la normale dans l'air, puis là, c'est plus petit, c'est 38 degrés dans l'eau parce que l'indice a augmenté. OK, voyons une autre situation maintenant. Tranquillement, on va changer la situation. Comme là, on va aller voir un rayon qui serait dans l'eau au départ, puis qui veut passer dans l'air. OK, donc on dit ici que ben, le schéma nous donne la question. OK, on a un rayon qui arrive avec un 30 degrés d'incidence dans l'eau. Cette fois, l'angle qui est fourni est le bon. OK, parce que la normale, on la voit, là, est déjà indiquée et le 30 degrés est pris par rapport à ça. Selon la situation précédente, là, le gros changement, c'est le N1, N2. Ils ont changé d'ordre, OK? Parce que là, le rayon est initialement dans l'eau, donc N1 est 1,33, puis il veut sortir dans l'air, donc N2, c'est 1.
J'ai tracé ici le rayon réfléchi, donc celui qui reste dans l'eau, il va réfléchir à un autre 30 degrés, l'autre bord de la normale, mais il reste dans le même milieu. Puis j'ai tracé le rayon réfracté qui passe dans l'air en étant dévié. Lui, cette fois, il va s'éloigner de la normale puisque l'indice va en diminuant. Donc, θ1, c'est 30 degrés. Fait qu'on insère ça dans notre équation de la réfraction. Puis voici ce qu'on a. On peut isoler encore une fois θ2. Donc là, le 1, on va juste l'oublier. Là, il multiplie le sin de θ2. Donc ici, sin de θ2, c'est 1,33 fois sin de 30. OK? Ça donne 0,665, mais ce n'est pas encore notre angle. On veut sortir l'angle du sinus. Fait qu'on va faire arc-sin de 0,665 et on obtient que le rayon réfracte à un angle de 41,7 degrés. Donc, je l'ai ajouté ici sur l'illustration. OK, donc une nouvelle situation. Bon, ça peut sembler un peu répétitif, mais je veux en venir à quelque chose ici. OK? Donc là, on a une situation très, très similaire à celle qu'on vient de faire, sauf que l'angle d'incidence est de 60 degrés par rapport à la normale dans l'eau. Donc, toujours ici, avec l'interface, on identifie que l'eau, c'est l'indice 1, 1,33, et l'air, c'est l'indice 2, une valeur de 1. Puis là, on a cette fois un angle d'incidence de 60 degrés. Alors, on insère ça dans notre équation de la réfraction. Donc, on a 1,33 sin de 60 égale à 1 sin de θ2. On isole le sin de θ2. Donc, ça donne 1,33 sin de 60, ce qui nous fournit une valeur de 1,15. Si vous êtes familier avec les sinus, vous devriez vous rappeler qu'un sinus ne peut pas dépasser une valeur de 1. Si on fait arc-sin de 1,15 sur la calculatrice, on obtient une erreur. OK? Alors là, on s'est retrouvé devant une situation impossible. Il n'y a pas de solution. Le rayon, ce qui va arriver, là, c'est qu'il ne va pas traverser dans l'air. OK? On a toujours le rayon, la partie qui réfléchit. Celle-là, il n'y a pas de critère particulier à part que l'angle de réflexion égale l'angle d'incidence. Donc, on aurait un 60 degrés dans l'eau ici par rapport à la normale. Mais aucun rayon ne va traverser dans l'air. On appelle ce phénomène-là la réflexion totale interne. C'est décrit à la page 97 de votre livre. Donc, 60 degrés, c'est un angle trop grand pour que la lumière puisse sortir, passer de l'eau à l'air. Ça, c'est le phénomène qui permet de conserver la lumière dans une fibre optique. Okay? Dans une fibre optique, la lumière, elle ne commence pas à se déplacer de façon courbée. Hein? Une fibre optique, ça peut être courbé, un peu comme un fil électrique ou quoi, mais la lumière, elle fait plein de petites réflexions à l'intérieur du tube. Puis, à cause que l'angle est trop grand, elle ne peut pas sortir. Donc, c'est ce qui permet de la faire voyager dans une fibre optique. OK. Donc, phénomène, on appelle la réflexion totale interne. C'est un peu long à écrire. Vous pouvez écrire RTI si vous voulez là, écrire ça. Ça peut être plus rapide. OK. Fait que là, ça veut dire qu'à 30 degrés d'incidence, le rayon pouvait sortir dans l'air. À 60, il ne peut pas. Fait que là, on pourrait se poser la question, ben, c'est quoi l'angle le plus grand où notre rayon pourrait sortir dans l'air? À noter que pour que ça se produise, cette situation-là, il faut que notre indice aille en diminuant selon le parcours du rayon. La raison, c'est que quand l'indice diminue, c'est que l'angle de réfraction est plus grand que l'angle d'incidence. Donc, ce qui s'est produit ici, c'est qu'on a eu un angle de réfraction à un certain point qui dépassait le 90 degrés pour une incidence de 60. Fait que là, ça ne marche plus. OK. Fait qu'on va aller essayer de calculer l'angle critique pour l'interface OR. OK? Fait que l'angle critique, c'est l'angle pour lequel la lumière arrive tout juste à sortir. OK? Fait qu'elle passe dans l'air, mais avec un angle de 90 degrés par rapport à la normale. Donc, vraiment, là, c'est la situation là, juste avant que ça ne traverse plus. Donc, ici, voici là, la situation. On a notre rayon incident qui est dans l'eau, à un angle critique qu'on veut calculer, on ne le connaît pas. Puis, on a une partie de ce rayon-là qui est réfléchi, reste dans l'eau à un angle de réflexion qui est égal à l'angle critique. Puis, on a l'autre partie du rayon qui a réussi à réfracter là, de justesse.
En réalité, c'est peut-être à 89,9 degrés, là, mais on arrondit ça à 90 pour les calculs. Donc, voici, avec l'équation, là, qu'est-ce que ça donne? On a N1, c'est le milieu 1, c'est l'eau, 1,33. Sinus de θ, c'est notre inconnu, l'angle critique, on le cherche. N2, ça tente de sortir dans l'air, donc un indice 2 de 1. Puis, ça sort à quel angle? Ça sort à un angle de 90 degrés de la normale. Sin de 90. Donc, on calcule ça. Je vous rappelle que le sin de 90, ça fait 1. OK? Fait que finalement, on va avoir 1 fois 1, là, ici, divisé par 1,33. Ça nous donne 0,752. Donc là, cette fois, on peut faire arcsinus. Ça va nous donner une solution. Arcsine de 0,572, ça produit un angle de 48,8 degrés. Donc, pour de la lumière qui est dans l'eau, si on veut que la lumière puisse sortir dans l'air, il faut qu'elle arrive à la surface de l'eau à un angle qui ne dépasse pas 48,8 degrés par rapport à la normale à cet endroit-là. Sinon, la lumière va être confinée dans l'eau par réflexion totale interne. Si on parle un peu en termes d'intensité lumineuse, là, c'est que on a, mettons, 100% d'intensité lumineuse qui arrive ici. Bien, quand la lumière réussit à sortir, bien, il y a, mettons, peut-être 50% de la lumière qui a réfléchi dans l'eau, puis un autre 50% de l'intensité lumineuse qui est passée dans l'air. OK? Fait que là, ce qui arrive quand on a réflexion totale interne, c'est que 100% de la lumière est réfléchie, reste dans l'eau. Donc, ça, c'est une autre chose qui est un avantage par rapport aux fibres optiques, c'est que même s'il y a des milliards de réflexions totales internes pendant le parcours de la lumière, on ne perd aucune qualité du signal parce qu'on a absolument 100% de notre faisceau qui est transmis à chaque fois qu'il y a une réflexion. OK? Alors, pour le cours aujourd'hui, il vous reste des exercices à faire et un petit peu de lecture. Donc, voici ce qui est à faire. Et vous avez ensuite 2 pages qui vont présenter les solutions de ces questions et exercices-là. Donc, voici la première et ensuite deuxième page de solutions. Je vous rappelle que cette liste de questions et réponses-là est aussi disponible sous un fichier indépendant là, sur Léa, un fichier PowerPoint.